Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Le capitalisme nous rend-il esclaves? On va faire un long entretien aujourd'hui pour changer. Bon, on aime bien prendre le temps ici. On va prendre le temps avec un invité qui prend souvent le temps. On va aussi parler du système économique. Aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet, Tristan Edelman, bien connu de nos lecteurs. Bonjour Tristan Edelman. Bonjour Romain. Il s'en est passé des choses depuis notre entretien de l'année dernière. Vous aviez animé la 100e du Conseil scientifique indépendant, notamment. Vous avez sorti un nouveau livre dont on va beaucoup parler. On avait fait un petit article il y a quelques semaines dessus, Civilisation mal-être, en finir avec le capitalisme. C'était aux éditions Talma de Patrick Pazin, qui est un éditeur engagé. Alors engagé, ça peut être mal interprété aujourd'hui. Je préfère le terme de courageux, finalement. Puisque engagé, il y a beaucoup de gens engagés, mais engagés dans finalement on voit que leur courage est souvent plafonné. Patrick Pazin, c'est quelqu'un qui prend des coups, tout comme vous, tout comme aussi nous, à notre petit niveau dans notre journal. Mais donc voilà, c'est peut-être préférable le terme de courageux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. C'est un bon terme. Parce que finalement, on a beaucoup de gens engagés comme ça sur le papier et qui n'ont pas eu le courage dans des moments importants. Mais on le voit au cours de l'histoire très souvent. Hein. Ça revient au cours de l'histoire plusieurs fois? Bah oui, et puis on le voit dans notre vie personnelle aussi. Mais surtout différents plans. Tu as des patriotes qui se disent super patriotes et puis au moment de l'action ils disparaissent, ou des révolutionnaires en chambre et puis au moment de l'action ils disparaissent. Donc non, bien sûr il faut du courage pour être engagé. C'est une belle conclusion. Alors, qui est Tristan Edelman? Déjà, pour rappel, vous êtes philosophe de formation, mais aussi artiste, chorégraphe, chanteur, et aussi énergéticien praticien. Vous faites, et puis maintenant, auteur depuis quelques années, avec le premier livre Indomptable. Et il y en aura un nouveau qui va être très important sur l'énergie. Bon, on en parlera juste après. Vous me disiez avant qu'on ouvre le micro, on parle peu de votre formation en philosophie. Finalement, vous aviez quitté... Alors, j'ai choisi la philosophie au lieu de faire les grandes écoles qui m'avaient ouvert leurs portes, enfin Cannes, Bocagne, qui va vers Normal Sup, au grand dam de mes parents. Donc je me suis dit, bon, l'université, c'est un peu plus libre, parce que j'en pouvais plus du lycée Henri IV, j'en pouvais plus de tous ces trucs-là. C'est en plus venant d'une famille d'intello, philosophe, juriste, enfin bon, tout ce qu'il faut. Mais votre père était philosophe, notamment. Mon père était philosophe et avocat. Et ma mère est professeure d'université. Donc je me suis dit, bon, à l'université, ça va être un peu plus cool. Ça va être la liberté par rapport au lycée. C'est ce que je me suis dit. Surtout les grands lycées comme ça. Bah pas du tout, c'était infernal. Ah non, c'était infernal. Vous étiez où, dans quelle université? La Sorbonne, Paris. Hein. Sorbonne, ouais. Paris. Là, dans le quartier latin. Et non, c'était infernal. Toujours aussi scolaire, toujours aussi peu philosophe. Alors que la philosophie, pour vous, c'était la liberté de c'est ça. Donc, du coup, j'ai passé mes diplômes difficilement. Pas parce qu'ils étaient difficiles, mais parce que j'en avais ras-le-bol. Donc, j'ai fini par obtenir une licence. Et je me suis cassé. Je me suis dit, c'est pas possible. Je suis rentré pour connaître la vie, pour réfléchir sur la vie, pour savoir ce que c'est que la sagesse, et on me donne des cours. On me donne des cours d'histoire avec des gens qui n'ont pas de charisme, qui m'évoquent pas beaucoup de passion, et en plus il faut passer des diplômes, et puis c'était beaucoup centré sur la philosophie occidentale quand même. Je trouve ça pathétique. L'université en philosophie, c'est pathétique. Revenons un petit peu en arrière. Oui. Vous, à la base, vous remarquez que les gens ont un manque d'énergie. Oui. Comment est-ce que ça se... Alors, juste avant de parler de ça, d'ailleurs, pour finir l'introduction, j'ai oublié de dire que c'était important pour moi de vous inviter aujourd'hui à revenir sur ce plateau, un an après notre dernier entretien, puisque on reçoit énormément de gens qui font des très bons constats sur la société, mais peu sont capables, ou en tout cas ont... peut-être pas l'ambition, c'est peut-être pas le terme, mais les gens mettront le terme qu'ils veulent, mais en tout cas, on peut la volonté d'essayer de réfléchir à un monde cohérent pour l'être humain, pour le citoyen, pour le peuple travailleur, pour demain. Et vous avez cette réflexion. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient réellement, qui ont pris le courage, qui ont parlé dans les dernières crises, on va dire, parce qu'on est obligé de censurer certains mots, sinon nous-mêmes on est censurés sur des plateformes comme YouTube. Donc on va dire vous avez parlé pendant les dernières crises avec courage. D'ailleurs, très rapidement, en 2 minutes avant de revenir sur l'énergie, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui vous ont peu écouté? Quel est pour vous le constat politique ou sociétal aujourd'hui? Quelle est l'urgence? Sur quoi vous alerteriez
Voilà, des gens qui se laissent vivre, finalement, par rapport aux crises qu'on peut connaître aujourd'hui. Moi, c'est vrai que je resterai sur ce concept de continuité. On est dans une période de crise et de guerre. Ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe, si on parle en termes de guerre, a une influence sur nous. Il ne s'agit pas de faire de la géopolitique pour jouer au risque et imaginer ce que vont faire les puissants et s'imaginer le roi du monde. Ça n'a aucun intérêt. Mais il faut juste savoir que ce qui se passe à l'extérieur a une répercussion à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, en l'occurrence en Europe, a une répercussion à l'extérieur. C'est pour ça que les décisions des gouvernements, qui sont censés nous représenter, c'est ce qui n'est pas le cas, c'est un impact sur nos vies quotidiennes. Ça, c'est hyper important. Là, je parle de l'atmosphère de crise. Mais si on va un peu plus profondément, le système même, tu as parlé de capitalisme, le système même du capitalisme a une incidence sur toute notre vie quotidienne. Tout le temps. Donc là c'est structurel. Quand je parle de capitalisme, j'aimerais faire préciser. Évidemment, on a on a les définitions marxistes du capital-travail. Moi, je ne fais pas référence à ces définitions-là. J'ai une définition énergétique. Le capital, étymologique, ça veut dire tête, caput. Donc et ensuite, c'est devenu celui qui gère le cheptel. Donc, qui gère l'homme, la tête, qui va gérer le corps animal. Donc ça y est, c'est foutu. Donc déjà là, on est dans la première rupture énergétique. C'est-à-dire, moi, ma tête vaut plus que mon corps. L'homme, être humain, vaut plus que l'animal. Non. Non. D'abord, il n'y a pas de séparation entre les deux. L'humain ne vaut pas plus que l'animal. L'animal ne vaut pas plus qu'une plante. Et la plante ne vaut pas plus qu'une pierre. Ça, c'est la philosophie énergétique. Continuité. Continuité et changement, du coup. Ça veut dire que même, c'est ce que je te disais sur la vie et la mort, ça n'arrête pas de se transformer organiquement, avec cohérence et à l'intérieur. Ouais, parce que beaucoup de gens réagissent quand on entend cela, une vie ne vaut pas plus qu'une autre, l'être humain ne vaut pas plus qu'un animal. On comprend que certaines personnes puissent être brusquées comme ça. Mais vous dites, c'est la philosophie de la moi, c'est mon credo. Voilà. Et puis, c'est pas une idéologie. C'est pas de dire un tel vaut plus qu'un tel, comme on dit, un Américain vaut plus qu'un mec du tiers-monde. Ça va plus loin. Poussons et soyons cohérents. La philosophie énergétique est une philosophie de cohérence. Quand j'ai commencé à découvrir ça par les arts martiaux orientaux, on faisait aussi bien... donc tu combats, ensuite tu médites, ensuite tu parles, et ensuite tu masses. J'ai redécouvert ça en Afrique. Tu danses, tu chantes, tu joues la musique, tu racontes un conte et tu manges. Aujourd'hui, le capital a tout scindé. Alors, juste pour finir sur... Chacun fait sa tâche, finalement. Comment est-ce que... Juste pour finir sur cette histoire de capitalisme, du coup, à partir du moment où on a séparé le corps et l'esprit, et finalement l'homme et la nature... Ça, c'est scindé aussi, le corps et l'esprit. Oui. D'accord. Et après, ça n'a été qu'une série de scissions, c'est-à-dire on va séparer les hommes, les femmes, on va séparer le travail et la communauté, et dans le travail, on va spécialiser le travail, etc. Donc on arrive ensuite à des expertisations de partout, et on croit que c'est pour de l'efficacité, c'est pas du tout efficace. On sait très bien que la recherche, elle se passe beaucoup mieux quand les universités, par exemple, communiquent entre elles. Enfin, c'est de la cohérence. Évidemment, quand tu t'échanges les résultats, tu vas aller plus vite que quand tu gardes les résultats par profit. Donc, le capitalisme, je l'extrais. Je ne fais pas une référence marxiste, qui est très bien aussi, mais je l'étends de manière beaucoup plus profonde et anthropologique en disant c'est une séparation, c'est-à-dire c'est une philosophie, ça donne une philosophie de la séparation. Juste avant qu'on revienne dessus, pour revenir sur les bases du problème, quel est selon vous le constat aujourd'hui que doit faire le citoyen au niveau politique, ou en tout cas votre constat politique? Dans notre... Politico-social. Oui, politico-social, c'est l'inflation. L'inflation est la base du problème pour vous aujourd'hui? L'inflation, ça vient toucher tout le monde. En plus, elle n'arrête pas. Enfin, c'est un truc assez incroyable. C'est la seule croissance qui n'arrête pas, si je puis dire. Donc, ça touche tout le monde. Les denrées explosent.
Comment tu vas payer ton loyer? Les entreprises s'écroulent. Enfin, la misère. Il y a des dizaines de milliers de petits commerces qui meurent chaque année en France. Et c'est un Les aides sociales, ils essayent de contrôler ça, d'en enlever le plus possible. En Argentine, le président, il s'est fait élire sur du marketing en disant liberté. Liberté pour tous, liberté, 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 liberté. Surtout qu'après le tu penses bien que tout le monde avait une aspiration à la liberté. Mais pourtant, il a été très clair. Mais c'était liberté de marché. Ils l'ont élu. Mais c'est comme chez nous. On joue sur le mot. Parce qu'il a bien fait sa propagande. Mais en même temps, si je regardais son discours, il était très clair. Mais comme M. Macron, excuse-moi, il a toujours été quand même très clair, monsieur. Oui, il a menti sur beaucoup de choses et on sait que quand il dit les retraites, et après c'est pour les niquer. Mais sur son discours de base, je suis désolé, ça a toujours été du libéralisme avec saupoudré de socialisme. Il a toujours été très clair. Ça a été pareil avec le président. Ils l'ont élu à plus de 50%. Il a enlevé toutes les aides sociales. Maintenant, ils sont tous dans la rue en train de faire des manifestations. Enfin, c'était quand même évident qu'à partir du moment où il se présentait comme un libertarien. Le libertarien, c'est celui qui te dit liberté de marché, plus d'État, c'est génial, plus d'État parce qu'il vous taxe, il vous met trop d'impôts. Et c'est vrai, parce qu'en plus de l'inflation, tu as les taxes et les impôts, tu n'en peux plus. Sauf qu'ils n'ont pas compris le libertarien, il veut conserver l'État pour la police et pour les juges. Et tout le reste, il le laisse au marché. Ça veut dire que ce sont les lobbies et la finance, en l'occurrence pour l'Argentine, c'est les lobbies européens, américains et chinois, qui contrôlent les populations. C'est ça, le capitalisme, ni plus ni moins, c'est ça. Hein. C'est comment la fusion publique-privée va contrôler ta survie. Et je ne parle pas seulement économique, hein. Là on parle de l'inflation parce que ça va tout de suite toucher ta survie économique, mais aussi mentale, idéologique. Comment tu vas te déplacer, ce que tu dois penser, comment tu vas t'éduquer, ce que tu dois penser de l'autre, que c'est forcément un méchant, que forcément il calcule, il va avoir ta peau. C'est ça le capitalisme tout simplement. Et alors ça fait le lien avec les sujets d'après, puisqu'on parlera beaucoup du capitalisme. Mais alors, donc, l'inflation, juste pour revenir dessus, à quel niveau est-ce que pour le citoyen, c'est le problème, selon vous, vous avez dit que c'était le problème presque de base de la souffrance aujourd'hui du peuple en France? Mais parce que là, je parle avec les gens qui viennent me consulter, ou les amis, tu sais que je suis dans beaucoup de milieux différents, notamment dans les quartiers nord. Ils se réveillent le matin, ils pensent... Monsieur, vous êtes à Marseille? Oui, je suis à Marseille. Je parle avec eux. La première pensée quand ils se réveillent le matin, c'est comment je vais bouffer, comment je vais gagner ma vie. Je suis désolé, hein, c'est ça la première pensée des gens. Avant les grandes théories, qui sont très importantes, je ne dis pas le contraire, mais il faut savoir laquelle. C'est ça la première angoisse. Et là, je te parle des quartiers qui sont particulièrement pauvres. Donc l'inflation qui va toucher la survie, ça va toucher le système de la drogue forcément, ça va toucher les systèmes parallèles, ça va toucher tout type de mafia. Je te parle même du bobo, peut-être pas le bobo, en tout cas la classe moyenne qui est en pleine décadence au niveau financier. Elle se lève, là je lis ce matin, tu vois, je me suis réveillé, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, salut Tristan, bon anniversaire, salut ». Je me réveille le matin, j'ai l'angoisse, je sais pas comment je vais gagner ma vie là. Et en plus, je suis dans le milieu artistique. Je ne t'explique pas. On en parle très peu du milieu artistique. C'est un des milieux les plus misérables que j'ai jamais vu de ma vie. Et on en parlera beaucoup en fin d'entretien. Tant mieux. Parce que si on doit parler d'art, il faut parler... C'est un des milieux les plus précaires aujourd'hui. Depuis longtemps. Et on n'en a jamais assez parlé. Et aussi parce qu'eux-mêmes ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Tu te rends compte? Il y a un tabou parce que les artistes ont honte. Mais il y a un tabou. Là, je te parle des artistes. C'est le lumpenprolétariat, disait Marx lui-même. Il avait lui-même un mépris pour les artistes, pour les marginaux en général. Mais cette honte-là, c'est triste à dire. C'est une honte qui gangrène nos sociétés. Et vous, d'ailleurs, la honte de la pauvreté, c'est un des pires tabous, une des pires discriminations, avant même de parler des autres. C'est la première. L'ordinateur essentiel, l'art non essentiel, le pesticide essentiel, la terre non essentielle, le vaccin essentiel, l'immunité non essentielle, le robot essentiel, l'humanité non essentielle. Le nouveau dogme est révélé. La cognition vaut plus que l'émotion, l'utilité, plus que la liberté, l'efficacité, plus que l'humanité.
Parce que les gens, pour eux, le système où on va avoir beaucoup d'artistes qui vont être intérimaires du spectacle, ce qu'on va appeler Intermittent. Intermittent du spectacle, pardon, qui est un statut extrêmement précaire. Cela, ce n'est pas la faute des artistes, c'est le système finalement qui fait la précarité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et à quel moment est-ce que l'artiste... Donc en fait, l'artiste va prendre cette responsabilité et avoir honte alors qu'il n'a pas la main sur les politiques des artistes? Alors, on commence à faire une différence de plus en plus aujourd'hui, qui est vrai, une bonne différence entre intermittent et artiste. C'est-à-dire que l'intermittent, c'est un statut particulier pour ceux qui sont dans la culture et qui donc... Moi, c'était un exemple que je prenais, mais beaucoup d'artistes sont intermittents du spectacle. Voilà, mais c'est une vraie différence. Pourquoi je te dis ça? Bien sûr. Parce que l'intermittent, c'est déjà intégré dans un système étatique qui reste précaire de toute manière. Mais ça signifie que l'intermittent, il est soumis, 1, au marché, et 2, à la propagande. Quand tu es intermittent, tu perds déjà beaucoup de liberté d'expression. Et d'ailleurs, beaucoup d'intermittents, quand ils veulent faire des projets personnels, ils ne le font pas sous l'égide de l'intermittence. Donc ça, c'est important déjà de faire cette différence, parce que l'artiste, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens, tu parlais d'engagement, au sens de celui qui va être engagé sur tous les plans, pas seulement politique, mais au sens de la vie, au sens de la liberté humaine, de viscéralement ce qui doit s'exprimer, il est plus intermittent. Il est même plus citoyen. Il est connecté profondément à l'énergie de la création. Et c'est pas l'intermittence qui va t'offrir ça. Faut pas, ça, c'est pas du tout. Et on l'a vu pendant la crise. Beaucoup ont été. J'étais avec des soignants lors d'un congrès dont on pourra parler que j'ai organisé, et je leur ai dit, mais on a beaucoup parlé des soignants et très peu des artistes, de la misère des artistes. Alors, en tout cas, une méconnaissance des milieux entre eux. Okay. C'est là où je parlais d'énergétique et de continuité. C'est-à-dire qu'il y a eu les soignants suspendus qui ont été censurés, mis de côté et subi une violence d'État. Et même là-dedans, il y a eu des scissions entre les médecins et les soignants. Et une scission qui est désagréable, qui est... Alors, parce que pour les artistes, ce qui était intéressant, c'était de dire que vous avez dit à voilà, certains... C'est là où je voulais en venir. Vous parlez de la précarité que voilà. vous avez découvert ces 2 dernières années. Nous, les artistes, ça fait 30 ans qu'on est dans la précarité. Les artistes... Je disais 30 ans parce que j'imagine que ça fait 30 ans, une trentaine d'années que vous êtes... Ah oui, c'est qu'ils ont eu du soutien, ces soignants. Ils se plaignaient que les médecins avaient plus de soutien, et plus de soutien, en tout cas médiatique. Et c'est vrai. Et je l'entends. Mais alors, tu descends. À la fin, tu arrives, en effet, les artistes sont parmi les plus précaires. Et je veux même pas centrer sur les artistes, Romain. C'est même pas ça. C'est que c'était un exemple. Voilà, c'est un exemple de la précarité. Elle va très, très loin. Ah bah oui, parce qu'on parlait des petits commerces tout à l'heure, ce que vous dites fait écho. On travaille beaucoup, nous, ici, sur le scandale des petits commerçants qui sont, et d'autres, personne ne parle, des petits commerçants qui sont dans une concurrence complètement déloyale. Absolument. Alors que dans le capitalisme, justement, ça repose, et dans la liberté, les philosophies libertaires du capitalisme, il faut une concurrence loyale. Et aujourd'hui, les grandes surfaces imposent, et notamment payent. Vous parliez de la justice, en fait, le pouvoir financier s'infiltre dans toutes les sphères, la justice et tout ça. Et ces petits commerçants, quand ils perdent leur emploi, il y a un tabou total où ils ne veulent pas, même nous on a du mal à leur donner la parole, puisqu'ils ne veulent. Et d'ailleurs j'appelle les petits commerçants, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des mails à rédaction@francoir.fr si vous voulez témoigner, puisqu'on en recherche. Beaucoup de petits commerçants n'osent pas témoigner, ils ont honte d'avoir perdu leur commerce, alors que c'est le système qui les met là-dedans, ça n'est pas leur faute, a priori. Et tu vois, tu as prononcé un mot hyper important, c'est la honte. On est dans un système... je reprenais votre terme. Qui favorise la honte. Et qui est centré sur l'argent. Mais la honte, pourquoi? Parce que du coup, est-ce que c'est on crée d'une certaine manière la honte du citoyen, alors que c'est... C'est un problème de valeur. Profondément, c'est un problème de valeur. C'est-à-dire, on centre la valeur sur le fait d'avoir de l'argent, sur le fait d'avoir des biens, sur le fait d'avoir plus que l'autre. Et ce sont des valeurs qui sont très mauvaises pour un lien social. C'est pour ça aussi que j'en suis venu à l'énergétique. C'est-à-dire l'intériorisation de la valeur de l'argent, ce que je trouve très délétère.
parce que tu peux pas juger un être humain à ce qu'il gagne, à ce qu'il est. Quand j'ai vécu aux États-Unis, moi, ça m'avait choqué. Hein. Mais on va sur ce terrain-là maintenant. Ils te jugent à partir de ce que tu gagnes. C'est une erreur basique. C'est une erreur humaine. C'est une erreur de la vie. Ça, c'est une chose. Donc déjà, je pense qu'il faut enlever cette valeur-là. Ensuite, les politiques, ils profitent de ces valeurs-là. Ils vont même les stimuler. Tu as vu, là, Pôle emploi est devenu France Travail. Famille, patrie, travail, famille, patrie. Le fascisme de gauche et de droite. Parce que les deux se sont dit, la valeur travail, très peu ont remis le travail en question. Il faut que tu ailles chez les anarchistes peut-être, ou les situationnistes, ou enfin, des groupes plutôt comme ça, pour qu'il y ait une remise en question du travail et de la valeur d'échange. Mais sinon, de gauche comme de droite, c'est donnez-leur du travail, donnez-leur du salariat. Mais en fait, le problème, c'est que c'est le travail, c'est l'argent, c'est le salariat le problème. Et donc, les pouvoirs politiques et financiers, évidemment, comme ils vont opérer avec intelligence historique, ils vont opérer sur ces valeurs-là que tu retrouves déjà dans les églises, dans toutes les églises, dans la Bible. Le péché, c'est le travail et c'est la douleur. Attention, n'oublie pas, l'accouchement, ça devient un travail. Hein, c'est le travail de l'accouchement. C'est la même idée. Dans l'étymologie, le travail vient de la salle de travail. Et puis dans la Bible, c'est mis ensemble. Bien sûr. Tu vas accoucher, ce sera un travail. Tu vas labourer la terre, ou tu vas avoir... ce que tu vas manger, ce sera un travail aussi. Donc toute la subsistance et la reproduction, ce sera un travail. Et après, ce sera monétisé. Tout à fait. Donc les politiques savent très bien qu'il faut jouer sur ces valeurs-là. C'est terrible. Jouer au niveau de la communication? Ah bah oui, au niveau des valeurs, et du coup toute la communication, toute la propagande sera faite sur ça. Les valeurs que j'appelle fascistes, qui sont aussi bien de gauche que de droite. D'ailleurs, le fascisme est né du socialisme et ensuite des chemises noires. Hein. Ça a vraiment été une confusion des genres. Donc il faut arrêter avec ces soi-disant scissions gauche-droite, alors qu'ils n'ont pas arrêté de s'entrelacer. Tout à fait. Non, il faut aller plus loin. Interrogeons la valeur travail. Et comme tu le dis très bien, pourquoi c'est aussi bien depuis Sarkozy, ils n'ont pas arrêté de dire il y a du travail, va travailler. Puis quand tu vas travailler, qu'est-ce qui se passe? Tu penses plus. Quand tu adoubles le système, du salariat, donc du patron, donc de la finance, donc de la propriété privée. La propriété privée, c'est le début aussi de la grande inégalité. Alors après, on va te dire, ah oui, mais la propriété privée, je veux pas qu'on me vole, alors c'est collectiviste. Pas du tout. Tu peux parfaitement... alors là, on va en revenir encore à la philosophie énergétique. La philosophie énergétique te dit, ton corps, c'est ton corps. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas. Tu es ton corps. À partir de là, si quelqu'un veut prendre ton corps, tu te défends. Alors que... Tu défends ton appartenance à ton corps. Voilà, tu es ton corps, de même que ta maison, ta famille, tes enfants, etc. Après, ça peut être partagé, c'est même pas ça. Mais il y a cette philosophie de l'être. C'est une philosophie de l'être. Et à partir de la philosophie de l'être, tu sais comment tu vas réagir. La philosophie de l'avoir, c'est mon corps m'appartient. Et là, on rentre dans la propriété privée. Donc, je peux le vendre. Donc, je vais vendre ma force de travail. Aujourd'hui, on est dans une philosophie de l'objet. On est dans une philosophie de la propriété privée. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que il y a un faux débat sur vous voulez enlever la propriété privée, donc on va aller dans le communisme. Mais non, le communisme, c'est la propriété privée à l'État. Même si, évidemment, le communisme, après, c'est l'abolition de la propriété privée, mais ça, on l'a oublié. Les communistes même l'ont oublié, évidemment. Et on a un faux débat entre la gauche et la droite en disant, la gauche, non, faut récupérer l'État. Mais mon vieux, l'État, c'est juste un grand patron. Et puis tu as les libertariens qui disent, il faut plus d'État. Ouais, mais on a bien vu qu'ils gardent l'État pour la police et les gens, parce qu'ils ont peur du peuple. Ils ont peur du peuple, et ils ont peur, en fin de compte, d'une chose plus profonde encore que le peuple, ils ont peur de la vie qui s'exprime. Alors ils se disent, il faut des règles. Moi, j'ai vécu des choses, et je suis en train de le lire Kropotkin. J'étais très étonné, où il parle des assemblées populaires,
où ils disent, vous verrez que dans les assemblées populaires, très naturellement, donc les gens du peuple, on va dire, vont penser à dire, bon, tant qu'il y a de l'abondance, chacun prend comme il veut. Puis quand on est dans la période de disette, on va faire du ravitaillement. Et c'est naturel. T'as pas besoin de règles. T'as surtout pas besoin d'un papa État ou d'un papa patron pour t'imposer le truc. C'est ce que j'ai vécu avec les Gilets jaunes. J'en parle souvent parce que ce que j'ai vécu avec eux, c'était ça. Écoute, je cite tout le temps ça, mais je le vais reciter. Quand il y avait eu ce scandale à l'Élysée qui mangeait des homards au moment où on se faisait tabasser, etc., etc., il y avait les ronds-points, et les ronds-points, ils se faisaient des barbecues, on se faisait des barbecues, etc. Bon. Et le message, il était très simple. On n'en a rien à foutre de vos piscines. On n'en a rien à foutre de vos homards. En fait, on s'en fout de toute cette richesse. Notre richesse, elle est là dans notre barbecue. Et si on se récupérait les terrains, si on faisait de la permaculture ou autre chose, je suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas qui soit plus adéquate avec la philosophie énergétique, en fait, il y aurait un partage direct sans avoir cette folie des grandeurs. Or, les riches, et moi quand j'ai écouté, j'ai relu Attali, parce que je relis aussi tout le monde. Ah oui, il faut lire tout le monde, il faut lire tout le monde, il faut aller voir tout le monde, et arrêter avec ces scissions, t'es allé voir Attali, t'es allé voir machin, ah bah alors t'es un sale mec, non, quoi, oui, moi je vais écouter aussi les gens d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde. Mais sinon, on ne sait même pas de quoi on parle. Exactement. C'est comme beaucoup parlent aujourd'hui de Yuval Noah Harari sans l'avoir lu. Sans l'avoir lu. Moi j'ai lu ces 2 bouquins 2 fois. Donc je peux te le critiquer très précisément, et bon, c'est pas le sujet. Pour finir sur Attali. Quand lui, il dit l'humanité va se diviser entre un certain nomadisme riche, d'autres qui sont très pauvres, et une classe intermédiaire qui va arriver au nomadisme, il délire. Parce que c'est pas la réalité. Les gens ne rêvent pas d'un nomadisme de riches. Ça, c'est une projection de riches. Alors, c'est quoi le nomadisme dont tu parles? Je ne connais pas. Qu'importe Attali. En tout cas, son message... Ce que vous... Oui, parce que son message, c'était, en gros, tu as une classe moyenne qui va rêver d'être riche. Oui. Bon, c'est vrai. C'est vrai aujourd'hui. C'est vrai en partie. Mais moi, je vois que quand... notamment tous ceux, il y a des théories, on en recevait la dernière fois Fabrice Balossini, qui a raconté dans son livre et dans l'entretien qu'on a fait chez lui, une théorie intéressante que tous ceux qui étaient gilets jaunes dans leurs conditions de vie, mais n'ont jamais rejoint le mouvement des gilets jaunes, sont aussi probablement dans cette philosophie qu'en fait, finalement, ils veulent être dans les dominants. Aujourd'hui, dans le capitalisme, il y a des dominants et des dominés. On en revient à la scission dont vous parliez en début d'entretien, finalement. Parce qu'on scinde les gens en groupes, et beaucoup ne veulent pas rejoindre le mouvement, alors qu'eux-mêmes sont attaqués dans leurs conditions de vie, dans leur travail, dans leur chair, en tant que peuple, mais en fait veulent rejoindre, espèrent devenir riches un jour. Et là, on arrive, tu me demandais est-ce qu'il y a des perspectives à donner, etc. Ouais. Et là, je peux t'en donner. C'est-à-dire que l'embourgeoisement de la société, quand on rêve à la manière d'Attali, on va droit dans le mur. Quand tu as un mouvement populaire, et il y en a plein, là je te parlais de Gilets jaunes parce que ça a été historique et parce que ça a cristallisé. Mais d'abord, il faut remettre les Gilets jaunes dans le contexte, c'était un mouvement mondial. C'était un mouvement mondial au Liban, en Chili, en Argentine, en Amérique du Sud, en Algérie, enfin partout. Donc ces mouvements populaires qu'on voit apparaître à ce moment-là, et où tu as les riches qui disent oh, « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Mais en fait, c'est tout le temps. Donc ce rassemblement populaire, où tout à coup on retrouve le plaisir du partage, où on retrouve le plaisir de la simplicité, tu penses plus à la richesse capitaliste. Tu penses plus à ta piscine ou à être un dominant. En plus, tu t'emmerdes. Parce que tu as le plaisir en dehors de l'argent. Voilà. Tu as le plaisir et tu aussi reconnectes à une force. Tu reconnectes à une force de l'échange. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la force de l'associatif. La force de, écoute, moi je vais te donner ça, mais tu vas me donner ça. Mais ça se fait assez organiquement, c'est pas forcément aussi calculé. Hein. Tu retrouves l'isolement. On s'est plaint. Tous ces vieux isolés. Je prends les vieux, parce que ça a été absolument atroce, l'isolement des vieux. Mais c'est l'isolement de la société. Pouf, tu te retrouves là. L'isolement des classes sociales. Eh ben, il y a la classe sociale qui se mélange. C'est pour ça que moi, je vais aussi dans tous les quartiers. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des chocs culturels, des chocs de classe, etc. Mais voilà des solutions. On casse ce cloisonnement, mais on le fait concrètement. Alors là, je te parle d'un mouvement politique. Il faut que ce mouvement politique puisse se recréer sur ces bases-là, et pas sur une base d'embourgeoisement. Pas sur une base d'embourgeoisement et de méfiance, ou pas sur une base tout de suite de l'État.
Je dis pas qu'il faille pas réinvestir l'État, mais avant même de pouvoir réinvestir l'État, réinvestissons l'humain. Sinon, moi, je vais encore parler, j'ai parlé des gens de gauche, qui ne pensent qu'à des constitutions, qui pensent qu'à des nouveaux systèmes, et qui me parlent que de contrôle. Contrôle dans quel sens? Contrôle des députés, contrôle du système d'État, contrôle. Mais il me parle que de ça, et au bout d'un certain moment, j'ai envie de dire, mais toi, je ne te fais pas confiance. Tu me parles que de contrôle. Parle-moi plutôt de refaisons un peu d'humanité, allons voir les uns et les autres, tu vois, écoutons-nous, échangeons, mais comme j'arrête pas de te dire du début à la fin, c'est ce qu'on appelle la philosophie énergétique, c'est-à-dire de la continuité, de la cohérence, ce qu'on appelle la consistance, qui vient du mot anglais, hein, que j'adore, et du changement qu'il a, et le changement qui vient de notre plus grande philosophie, pas très connue, qui n'est pas tellement enseignée à l'université, de toute notre philosophie présocratique d'influence orientale et africaine. Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect énergétique. Donc vous parliez de scission, que normalement une bonne philosophie pour être dans une société cohérente, le peuple devrait avoir une vie avec la philosophie de la continuité, comme vous disiez. Comment est-ce qu'aujourd'hui le capitalisme scinde l'organisation de chaque être humain? Prenons quelqu'un lambda, artisan, plombier, comment fait-il comment est-ce que sa vie est scindée au quotidien? Pour qu'on comprenne ce que vous voulez nous expliquer. Déjà, un artisan, un commerçant, n'importe qui, il sera scindé dans la division du travail, déjà. C'est-à-dire que ces produits vont venir, il ne sait même pas d'où ils viennent. D'accord. Souvent, il ne sait. Donc le mondialisme en général casse cette continuité. Ah bah oui. D'accord. Déjà, même sa matière première, il ne sait même pas, il n'a pas de la main dessus. Mais ça, est-ce qu'on peut imaginer avoir un monde aujourd'hui, avoir un monde avec que de la localité? Alors c'est ça que vous voulez? Absolument. C'est possible aujourd'hui? Ah bah écoute, on l'a déjà vécu. D'accord. Et donc il faudrait revenir. C'est une volonté politique. D'accord. En fait, on veut nous montrer que la division du travail, donc la division de la circulation, la division de la production, c'est une fatalité. D'où amène-moi quelqu'un qui me dise que c'est une fatalité naturelle. Ça n'existe pas. Ce sont des moments historiques, ce sont des volontés politiques et des volontés de civilisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on arrive à des moments, en tout cas en France, où quand on doit parler avec certaines administrations, chacun se renvoie la balle, ça me fait penser à ça. Les gens disent « Ah oui, mais non, c'est pas nous qui gérons ça, c'est un tel, puis avec un externe. » Et aujourd'hui, tout est scindé, les gens ne savent même plus de quoi ils parlent. Tout est scindé, et là tu parles de responsabilisation. Et en plus, ça veut dire, non, la déresponsabilisation, c'est quand la cession arrive à un point maximum. D'accord, donc là on est dans l'extrême. Ah ben on est dans l'extrême, c'est le Fordisme. Aujourd'hui, on retrouve le Fordisme. Partout, en fait, c'est un Fordisme. C'est-à-dire que, et puis c'est-à-dire que la cession, elle va jusqu'à l'indifférence et l'anesthésie. Et l'anesthésie et l'apathie du citoyen. La déresponsabilisation, c'est-à-dire, attends, le système nazi n'est fait que, le système nazi est une continuation du Fordisme. C'est une continuation du management. On le sait très bien, les nazis ont été les premiers de la classe du management. Il faut absolument replacer le système nazi dans le système du management et libéral en général. Hein. C'est pas du tout une aberration qui arrive dans l'histoire de nulle part. Et ils l'ont vu eux-mêmes, ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont inspirés des techniques américaines, et ils l'ont amélioré. Et ensuite, il n'y a jamais eu de dénazification. Les Américains et l'Europe ont récupéré les nazis et ces méthodes-là. Donc, et le Fordisme lui-même n'est pas une invention américaine. Il vient de l'industrialisation, qui lui-même vient du Moyen-Âge, qui lui-même vient, etc., du Néolithique. Il ne faut jamais oublier que le Moyen-Âge, le système d'éducation de la Révolution, a fait du copier-coller de celui du féodalisme. Donc il y a une grande continuité dans la discontinuité. Je fais du coup, dans mes livres, je fais une différence entre continuum, qui pour moi est la continuité de la scission, et la continuité qui est énergétique. Ou au contraire, on aurait qui dit continuité, dit aussi fusion, si je puis dire. En tout cas, tu aurais la mainmise, entre guillemets, avec ta production. Même si c'est loin, tu vas voir les gens, tu sais ce qui s'y passe avec la circulation, avec les gens avec qui tu travailles, etc., etc. Ta rage c'était ton or, tu t'es pas réveillé pour conjurer le sort. Maintenant, t'es déjà mort. Porque
e a gente deseja usar gli C'est très intéressant ce que vous expliquez, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos lecteurs qui sont en train de se dire aujourd'hui, mais tout est tellement mondialisé, on a rien que pour les vêtements, tout le monde, en France, on a du mal aujourd'hui à s'habiller avec autre chose que du Made in China, Made in Vietnam, Made in Thaïlande, tous ces... Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va vous dire on ne peut pas revenir à quelque chose de très local, qu'est-ce que vous lui répondriez? Puisque même voilà, on parlait des artisans, même le charpentier, son bois part d'Europe, être traité en Chine et revient ici. Donc, on est dans cet aspect extrême. Mais qu'est-ce que vous répondriez alors? Non, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ces gens qui disent ça, ils ont raison. Dans le constat, c'est un constat extrêmement avancé, comme tu disais sur la déresponsabilisation, la froideur, ça veut dire que c'est très avancé. Et tu le vois dans la vie quotidienne. Je te parlais tout à l'heure, on se lève, première chose à laquelle on pense, c'est l'inflation. Et puis après, tu vas au travail, le smart working. Tout est scindé dans ta vie, la perte de sens, les suicides, etc. Ce capitalisme, ce pouvoir, on va dire, pour être plus large que le capital, se ressent partout. Donc ça se fait. Donc c'est très avancé. Le constat est vrai. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc ça va se faire dans des gestes quotidiens tout petits. C'est-à-dire, quelle est ma relation avec mon voisin? Quelle est ma relation associative? Quelles vont être mes idées? Ça se fait dans des gestes... les gilets jaunes, c'était les ronds-points. Tu sais, ça a été on a construit une cabane, on a échangé des choses. Ça peut se faire dans de l'activisme aussi. Dans des gestes... Moi, je vois, là, je suis sur des... Même avec Internet, il faut utiliser Internet. Il faut surtout pas rentrer dans ce faux discours. Alors tu veux retourner, c'est ce que disait Voltaire à Rousseau, alors tu veux retourner brouter dans les prairies. C'est pas du tout ce que disait Rousseau, évidemment. Le truc progressiste conservateur, c'est un faux débat encore. Il y a une troisième force, qui est ce que moi j'appelle énergétique, qui est aujourd'hui, on utilise les moyens qu'il y a là, et à partir de ces moyens, on les détourne. Hein, c'est toute la philosophie du détournement. Utiliser Internet différemment, commencer avec ce qu'on a. Il faut surtout pas avoir d'idéaux. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui a des idéaux particuliers. Je suis quelqu'un de terrain. On commence avec ce qu'on a sous la main. Et on ne fait pas des grands discours sur technique ou pas technique. Elle est là, on l'utilise, on la détourne. Je te donne un exemple très simple. C'est exactement la philosophie africaine. La philosophie africaine, c'est on fait avec ce qu'on a, surtout des déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets? En art, c'est que ça. L'art du déchet, il faut partir de ça. Il faut partir du concret. Mais après, tu peux le détourner et retrouver dans le déchet, dans l'ordinateur, dans la technique, etc. Tu peux retrouver l'âme, l'anima. Je ne parle pas d'âme au sens religieux. L'anima, c'est-à-dire l'énergie. L'anima, c'est l'énergie. Mais aujourd'hui, alors, c'est très intéressant ce que vous disiez sur conservateur et progressiste, puisque du coup, effectivement, on parle finalement de deux extrêmes, alors que c'est peut-être entre les deux, c'est toujours un équilibre qui est intéressant. Et plus qu'un équilibre, c'est une nouvelle vision. Voilà, tu disais, il faut soi-même changer sa vision. Tu sais, j'ai des amis tout jeunes qui ont ton âge et qui me disent, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas d'autres idéaux que la bourgeoisie. C'est très dur d'entendre ça, parce que ça veut dire que la génération... On n'a pas d'autres idéaux que les idéaux bourgeois. D'accord, ah oui, pas de devenir bourgeois, mais c'est les idéaux bourgeois on a les idéaux bourgeois. C'est ce que tu disais. Déjà, ça commence à l'école. Bourdieu avait montré que c'est le mode de vie bourgeois qui est inculqué aux enfants. Sauf que ce qui a gagné, c'est que aujourd'hui, c'est sur ces idéaux-là. C'est une constatation qui a dure, parce que ça veut dire que les personnes des années 70 qui ont apparemment porté des idéaux non bourgeois ont transmis des idéaux bourgeois. Bon, c'est ainsi. Donc il faut travailler il faut changer sa vision. C'est ce que j'appelle sortir du capitalisme, donc sortir de la scission, donc sortir de la dissociation, donc sortir de la dissociation corps-esprit. Ce qu'après travail capital, qui sera repris par Marx au 19e, c'est déjà très élaboré, c'est trop élaboré. Moi j'ai presque envie de te dire, sortir même de l'idée de valeur. Toi tu vaux plus que l'autre. Non, tu vaux pas plus. Vis avec. Et n'essaye même pas de comparer. Tu sais, là, je fais je travaille pas mal, toujours avec les jeunes, notamment des lycées. Je fais ça depuis pas mal de temps.
On me commande des flash mobs, on me commande plein de trucs, etc. Des chorégraphies. Des chorégraphies, des mises en scène. Parce que vous êtes chanteur, danseur, chorégraphe, compositeur, pianiste. Oui, parce que pour moi, l'art, c'est juste de l'énergétique. Donc, une fois que tu as compris ça, tu peux vite passer de l'un à l'autre. Alors que si tu restes dans une vision capitaliste, tu vas faire le conservateur de musique et faire plutôt de l'électroacoustique de type machin, ou dans la philosophie, tu vas te spécialiser dans la dernière parole de Heidegger. Non. Moi, je spécialise les gens au lieu d'essayer de toucher à tout comme vous. Alors que je relisais encore Kropotkin qui parlait des assemblées populaires et je l'ai vécu moi-même chez les Gilets jaunes. Au bout de 6 mois, ils étaient plus intelligents que tous les intellos que j'ai rencontrés à l'université. Non pas qu'ils soient bêtes, les intellos. C'est pas ça. C'est que la spécialisation les a rendus fermés, donc limités. Sur les lycées, je me suis rendu compte que on pense, comme ils sont tout le temps sur les applications, et qu'il s'agit toujours de se montrer, d'être exhibitionniste ou voyeur, on pense que du coup, ils seraient en paix avec l'image. Pas du tout. Ils passent leur temps à se comparer. Mais c'est une vraie angoisse existentielle. C'est encore pire avec les réseaux sociaux. Là, on parle de lycéens. En fait, c'est encore pire. Oui, là, on parle de lycéens. Oui, donc je te parle de 14-18 ans. Voilà, 14-18 ans. Là, effectivement, aujourd'hui, il faut bien comprendre pour nos lecteurs qui ne vivent plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, c'est devenu presque... Enfin, c'est un changement radical de société. Dès que tu es tout jeune, tu as Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, et c'est devenu très différent. Même que par ma génération. Que la différence, c'est que cette fameuse comparaison, je parlais de valeur, et donc la valeur au sens, aujourd'hui, la valeur bourgeoise, c'est j'ai de l'argent, j'ai des biens, donc je vaux plus. Ce qu'a amené Internet, les réseaux sociaux, c'est que cette valeur, elle est carrément, elle se passe seconde par seconde. Chaque fois que tu regardes ton truc, je le vois chez les lycéens, c'est je me compare. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un poison. En fait, il faudrait leur amener de l'être. Il faudrait leur amener de l'énergétique, de la continuité et non pas de la discontinuité qu'amène la valeur. Je vaux plus, je me compare. Déjà, les réseaux sociaux arrivent par l'ennui que comporte l'éducation nationale aujourd'hui et l'école publique. Il faut parler très clairement parce que souvent, j'entends beaucoup de gens critiquer les jeunes sont sur les réseaux. À l'école, tout le monde s'ennuie sauf 20%, pas tout le monde. Il y en a 20% qui trouvent à peu près... Qui ne s'ennuient pas. Et du coup, derrière, moi, ma génération, donc j'ai 30 ans, il y avait moins de gens. On n'avait pas Twitter, Facebook, Snapchat, sans vouloir faire boomer. Mais par contre, on allait tous sur les jeux vidéo. Ce qui marche aussi. En fait, c'est juste un échappatoire pour les jeunes. Sauf que derrière, tu tombes dans le piège de te comparer. Et tu le dis. Et c'est quoi l'ennui? Alors moi, je l'ai beaucoup vu chez les jeunes. Et puis dans les banlieues où je suis. L'ennui, on en revient encore une fois... Pas de travail, ok, mais pas de culture. C'est-à-dire pas de culture. Pas de culture, c'est-à-dire on se voit, on va danser ensemble, on va réfléchir ensemble, on va avoir des amis, on va se déplacer hors du ghetto. C'est hyper important cette idée. Donc là, c'est encore un exemple de continuité qu'on pourrait avoir. Exactement. Voilà. T'as compris ma philosophie. Voilà, c'est ce que c'est pour ça qu'on vous fait venir. T'as compris l'énergétique. Donc c'est ça en fait. Et donc là, tu crées quelque chose. Donc non seulement tu touches plusieurs domaines, mais donc tu vas avec les personnes, ton groupe avec qui tu vas danser. Ensuite, tu vas aller faire d'autres activités, discuter, parler de société. Et tu immigres de ton ghetto. Je parle vraiment d'immigration parce que, écoute, je t'assure, moi, je veux plus entendre ces gens conservateurs qui parlent des banlieues sans les connaître. C'est insupportable. Non, je te jure. Oui, j'imagine. C'est insupportable. Quand tu vis dedans, ils te parlent comme ça avec des statistiques, ça me dresse. Il faut vivre, il faut vraiment vivre dedans et pas juste vivre, il faut aller les côtoyer. Il faut aller les côtoyer sans a priori. Et sans idéalisme. Parce que t'as aussi l'autre côté idéaliste. Non, il y a les valeurs bourgeoises, elles sont là. L'ennui, il est là. Et la solution, tu viens de la dire, c'est réussir à créer des petites associations ou des personnes, parce qu'il y a des référents aussi. Tu deviens vite un référent. Si tu décloisonnes, que tu as de l'empathie, que tu les comprends, que tu amènes autre chose, je t'assure. Et alors la culture, c'est le truc royal pour ça. Si tu veux vraiment décloisonner le truc. Ce que tu sais les intéresser, moi, c'est avec la danse, l'art, les arts martiaux. Ils te prennent comme référence directe et ils te suivent jusqu'au bout du monde. C'est un moyen. La culture est un moyen énorme. Le seul problème, c'est que la seule structure qui a compris la force de la culture, c'est terrible à dire,
c'est l'institution privée et publique qui ont décidé de d'en faire une propagande. Et avec brio, il faut le dire. Ceux qui n'ont pas compris ça, malheureusement, ce sont les artistes et les autres. Parce que c'est devenu du divertissement ou un moyen de faire de l'argent éventuellement, ou juste de s'exprimer soi, ce qui est très important. Mais si là on parle d'énergétique, c'est largement insuffisant. Et ça, donc toute cette thématique de l'énergie, vous la raccrochez dans ce livre, Civilisation mal-être, en finir avec le capitalisme. Et dedans, vous allez plus loin, vous parlez aussi de la dézombification du monde, donc qui vient du terme de zombification, mais qui sont des néologismes que vous créez. Oui. Zombie, c'est le mort-vivant dans les films d'horreur souvent. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous? Vous nous l'avez envoyé, on a fait un petit texte la dernière fois. Dans ce chapitre, vous dites notamment, on ne lira pas tout, mais les gens peuvent aller le lire, vous dites que le capital est profondément enraciné en nous, il nous prend au plus intime du corps, cellules, neurones, nerfs, organes, réflexes, le tour de force, et la manière dont il congédie la mort pour en faire un fantasme terrifiant sur lequel on peut jouer à souhait. Pourquoi c'était important pour vous d'écrire là-dessus, et vous avez mis ce chapitre en exergue quand on vous avait demandé ce qui était le plus important pour vous dans ce livre? En fait, la dézombification, je fais référence à... J'ai deux références. J'ai la référence science-fiction, où en effet les morts-vivants sont des êtres réduits à une sorte d'organes qui pensent plus qu'à fin et qui a plus d'humanité. Mm-hmm. Mais je fais référence aussi à l'étymologie. Le zombie, qui était un être qui avait été empoisonné, c'est dans le vaudou qu'on trouve ça. Et donc tu enterrais, on pensait qu'il était mort, mais avec certaines substances et une sorte d'hypnose, tu pouvais arrêter les fonctions, et qu'ensuite sortait de sous terre. Et donc dans les films d'horreur, souvent le zombie est dénué mais ça c'est réel. Non mais ça c'est réel. Ah oui, pardon. Non, ça c'est ma deuxième référence. C'est réel. Ça a été en effet dans le vaudou, c'est une manière de contrôler le sorcier. Du coup, il peut contrôler les gens à partir de ces opérations. Contrôle le mort qui se réanime. Finalement, c'est un vivant qu'on fait passer pour mort et qu'on a hypnotisé à un dernier degré. D'accord. Voilà. Pour moi, le zombie aujourd'hui, c'est en effet celui-là. C'est-à-dire quelqu'un dont on a enlevé la substance vitale, dont on a enlevé l'esprit, l'âme, au sens de anima, animus, dont on a enlevé le pneuma, le souffle vital, et qu'on contrôle. Donc, qu'est-ce qui vous alerte le plus aujourd'hui sur le manque d'énergie des gens? Vous êtes praticien, donc énergéticien, vous faites... Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est holistique, oui. Voilà. Mais vous voyez le corps des gens, vous voyez les gens avec leurs problèmes, vous voyez les gens avec le manque d'énergie cassé par le travail. Qu'est-ce que vous voulez dire le manque d'énergie, c'est déjà un résultat. En fait, moi ce que je vois, c'est les conflits énergétiques. C'est-à-dire conflit intérieur des gens? Ouais, là je vais juste parler d'un exemple, parce que après l'énergétique, c'est très vaste, donc on irait trop loin. Ce que je constate beaucoup, c'est le conflit énergétique chez les travailleurs. C'est-à-dire où, en général, quand ils reviennent du travail, ils ont emmagasiné énormément de tensions. Pour toutes les raisons qu'on a dites. Les tensions d'équipe, donc évidemment il y a l'humain, avec en plus les tensions de survie, qui fait que tu gagnes pas assez, donc il y a énormément d'enjeux dans ce qui se joue dans le travail. Ce qu'on a dit sur les tensions de discontinuité, qui fait que la communication dans les entreprises se passe mal, plus, comme ce sont des entreprises la plupart du temps, il y a des... Le travail est dur, mais il y a aussi l'environnement au travail, c'est dur pour les gens. La structure du travail est dure. Les gens se confient. Les gens se confient à vous. Ah oui, complètement. Voilà, non, mais tu peux pas savoir le nombre de burn-out que je reçois. Je finis par être un spécialiste même des stratégies, du coup des stratégies de communication et de management des entreprises, petites et grosses entreprises d'ailleurs. Hein. Donc je vois bien, c'est créateur de tension tout ça. Donc quand la personne revient chez elle, homme ou femme, elle est pleine de ces tensions. Tu rajoutes celle du couple, tu rajoutes celle de l'identité, de l'image, etc. Or, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct, qui est un nouveau nom pour morale, hein, tout simplement, pour morale et conduite de la personne. Il y a des choses qui peuvent se dire, des choses qui ne peuvent pas se dire.
Et quand je dis se dire, c'est pas seulement au point de vue des mots, des comportements que tu peux avoir, des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il faut, même si on est mal, faire bonne figure. Et tu as dit le mot, il faut. Donc, en plus, la personne, elle a 1 milliard de barrières de il faut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois en elle? Un conflit. C'est-à-dire, tu as toutes ces énergies. Parce que l'énergie, hein, tu sais, et là, pour le coup, je suis proche de la science, conservation de l'énergie. C'est-à-dire, elle se crée pas, elle se perd pas, elle se transforme. Et ben là, ça se transforme en conflit. Ça fait des milliers de conflits dans la personne. Et ce que je vois aujourd'hui, Romain, c'est que ces conflits-là se résolvent en implosion. Les personnes, et je vois beaucoup chez les jeunes... Donc une implosion, c'est on explose de l'intérieur. C'est ça, c'est-à-dire que l'énergie, au lieu d'avoir un coup de colère, par exemple, sur ton lieu de travail, tu vas avoir un coup de colère parce qu'il y a une injustice, tu peux pas l'avoir parce que tu vas trop risquer, ou dans ton couple parce que tu peux pas te mettre en colère pour X raisons, tu vas le retourner sur toi. Et les gens se rendent littéralement malades. Et en fait, tu arrives un peu, quand ils arrivent chez moi en disant je manque d'énergie, c'est qu'en fait, ils se sont autodétruits. Mais ça va loin. Ensuite, ça va jusqu'à des destructions d'organes. Quand on arrive aux maladies auto-immunes, au cancer, au burn-out, etc., on est à un niveau énergétique qui se voit au niveau médical et qui ne m'appartient plus. Là, c'est le médecin. Mais nous, on le voit bien avant. On parlait d'anesthésie. Qu'est-ce que j'essaye de faire après dans les pratiques énergétiques, quand on accompagne les personnes? J'essaye de les sensibiliser à ça, de les sensibiliser à ces conflits, de les sensibiliser, au fond, à eux-mêmes. Donc, à la continuité que toi, ton travail, ton amoureuse, ton amoureux, ou qui tu veux, ton environnement, ce qui se passe très loin, et ben, tu es en continuité avec ça. Plus tu vas le sentir, plus tu vas réussir à te ressentir, plus tu vas réussir à trouver une orientation et à comprendre ce qui se passe pour toi, à trouver ton bonheur. Ce qui ne va pas sans souffrance. Ce qui est assez marrant d'ailleurs par rapport à ça, petite anecdote, c'est que on voit dans la vie sociale, on voit souvent en tout cas, moi, je vois des psychologues qui rencontrent des gens qui ne sont pas du tout psychologues. Donc, dans le privé, les gens ne doivent pas s'analyser. Et il y a souvent cette phrase qui va revenir, où on va dire au psychologue, où je vois des gens dire au psychologue, en rigolant, tu vas m'analyser, t'as des formations professionnelles, tu vas faire comme analyser. Comme si les gens, finalement, étaient aussi avec peur de cette vulnérabilité, de se dire, l'autre va voir mes défauts et les exposer. Écoute, ces défauts... Et sa vulnérabilité, je pense qu'il faut l'assumer pleinement. Il faut la vivre pleinement. Il ne faut pas avoir besoin d'un psychologue pour la réparer. Et je dirais même, il ne faut pas la réparer. C'est plutôt une chance, la vulnérabilité. Je sais que dans la société capitaliste, on veut faire de nous des militaires. Et on est dans une militarisation cosmique, là. Mais non, au contraire, moi je suis pour la vulnérabilité, partir de sa vulnérabilité. Oui, mais ça m'a fait penser à ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde dans le monde. Mais je sais pas. Après, dans et la psychologie, je te dirais même, faut faire attention pour que la psychologie ne dérive pas vers de la résilience et de l'adaptation. Oui, ça c'est autre chose. Mais là, sur la vulnérabilité, ça me fait penser à ça, parce que j'imagine que chez vous, les gens se confient et donc ouvrent leur vulnérabilité. Mais dans la société, on en revient où il faut. Il faut, et les gens n'osent pas parler parce qu'il faut ne pas se montrer vulnérable. Et cette phrase dans le film qui est sorti il y a quelques semaines, La 13, qui a bien marché au cinéma, une femme est banquière ou avocate, est dans une grande entreprise, et dit à son mari, quand tu nages avec des requins, il faut mieux ne pas montrer ses défauts. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est horrible, puisque ça crée du coup cette implosion dont vous parlez. C'est vrai dans l'entreprise. D'ailleurs, quand je reçois les gens en burn-out, on fait très bien la différence entre ce qui... Je suis pas en train de dire, heureusement, aux gens, maintenant, soyez vous-même dans l'entreprise. Ils seraient virés du jour au lendemain. Non, faut faire... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, c'est pas un claquement de doigts. Bien sûr. Faut accompagner la personne et que peu à peu, elle trouve les lieux de vulnérabilité où elle peut l'exprimer et voir ce qu'elle peut changer après dans sa vie, quitte à quitter l'entreprise. J'en sais rien. S'il y a la possibilité, on est obligé de faire avec... Alors, la philosophie de l'énergétique et du mouvement, c'est très important. Il n'y a pas d'idéal. Il faut partir de là où tu es. Ça, c'est hyper important. C'est ce que j'arrête pas de dire. Partir de là où tu es, sans se donner à l'impossible, nul n'est tenu. Tu vois, sans se donner un projet même. Juste, tu pars pas à pas, tu essayes de te sensibiliser avec cette continuité, et à partir de là, tu vas trouver des solutions. Et on n'est pas là pour changer le monde.
Bon, pour certains peut-être, mais pas dans cette philosophie-là. Et comment, en tout cas, alors, avant d'aller sur un autre sujet, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cela? Comment est-ce que les gens pourraient aller vers retrouver cette philosophie de la continuité? Est-ce qu'il faut déjà en parler? Comment est-ce que vous voyez dans le futur? On sait que vous allez sortir aussi un livre, vous pouvez nous en parler sur le sujet? Oui, je vais sortir un livre chez Très Daniel sur cette philosophie-là. Alors là, ça va être un livre Vous allez reprendre les fondamentaux de l'énergétique. Exactement. Là, je vais vraiment donner les fondamentaux. Donc c'est prévu pour la rentrée prochaine, en septembre. Bim, en septembre, c'est prévu. Et là, ça va vraiment être les fondamentaux. C'est un livre complet que ça fait 20 ans que j'essaie de l'écrire. C'est un gros ouvrage qui vous tient beaucoup à cœur. J'avais fait 3 versions et puis finalement, j'ai pas voulu l'éditer parce que j'étais pas prêt. Bon, maintenant c'est prêt, donc je suis hyper content de. On sera ravis de vous recevoir de nouveau pour en parler. Mais alors, comment est-ce que vous voyez le futur proche là-dessus? Alors moi, ce que je vois, c'est que il y a une sensibilisation à ça déjà. Il y a une sensibilisation. De plus en plus? Oui. Où ça Parce que ça, cette philosophie dont vous nous parlez là, on l'entend relativement peu quand même encore. Voilà. Oui, pas du tout. Alors, non. Ouais. Mais moi, j'ai quand même j'ai mes antennes partout, comme tu as compris. Donc, je vois plein de signaux, que ce soit ce modèle bourgeois, il est délégitimé, malgré tout, même si on a envie, parce que par survie, c'est ça qui est triste, c'est que, voilà. Mais je le vois dans les milieux de gauche, de droite. Si tu écoutes au-delà de toutes les récupérations climatiques ou identitaires, etc., tu vois bien que l'intérêt de l'écologie, c'est que la Terre va mal, donc cette continuité dont on parlait, l'intérêt pour les santé alternatives, c'est qu'on voit bien qu'il y a la science numérique qui commence à envahir tout, ça va pas. Tous les petits mouvements locaux, ou même le désintérêt, même l'indifférence à la politique institutionnelle, que j'appelle politicienne. Tout ça, ce sont des signaux que, à la fois, il y a un refus de ce qui se passe là, même si on n'a pas encore les moyens et on n'a pas encore l'expression politique pour le dire, on le sent partout. Et puis en plus, moi je suis toujours en contact avec mes amis à l'étranger. Ce truc en Argentine, je veux dire, au bout de 2 mois, le mec il est élu à plus de 50%, au bout de 2 mois, il y a tout le monde dans la rue, quoi. C'est que ça marche pas, le marketing il suffit plus. Oui, tu peux te faire élire comme ça, et puis tu prends l'appareil de pouvoir, mais ça suffit plus. Donc partout, il y a l'effervescence comme ça, mais c'est sûr qu'on n'a pas. Les traductions, on les a pas encore. Voilà, ça suffit plus, mais les gens ne savent pas non plus quelles actions faire. Et moi-même, je ne sais pas. Et encore une fois, n'allons pas plus vite que la musique. Vous n'avez pas peur, voilà. Vous dites. Non, je trouve ça passionnant. Je trouve ça génial. C'est génial. On en a beaucoup qui disent c'est une époque horrible, etc. Ah, c'est dur. Il y a des moyens Oui. C'est dur, mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait accoucher d'une œuvre. Enfin, moi, quand j'écris un opéra, c'est affreux. Il y a des moments où j'en peux plus. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps avec les moments d'extrême joie, avec les moments de difficulté, avec les moments de douleur, avec tout. Et on prend la vie comme elle est. On va pas commencer à faire du bisounours. S'il faut rappeler que vous êtes dans beaucoup de collectifs bien connus, vous êtes très proche de Louis Fouché, Réinfo Covid, Vincent Patron, le Conseil scientifique indépendant. Les soulèvements de la Terre, moi, partout, je suis partout. Et même en Italie aussi, avec les manifestations. Partout. Qui avaient en mai dernier manifesté. Dès qu'il y a une effervescence, quelle que soit la couleur qu'on lui met ou qu'elle se donne, moi je m'en fous, je vais voir. Voilà. Parce que ça m'inspire, ça me donne du plaisir. J'ai envie de dire aux gens, la première chose, c'est retrouver du bonheur et du plaisir, sans même penser à des utopies ou des dogmatismes. Est-ce que vous avez du plaisir à aller dans ces mouvements-là, à redonner un peu de vie, à redonner un peu d'air? Oui, allez-y, vous posez pas plus de questions. Et d'ailleurs, il y avait un élément qui était très intéressant, qui fait écho à ce que vous nous expliquez sur l'énergie. Vous aviez écrit une tribune chez nous, Salaire, l'odieuse marchandisation des flux migratoires. Parce que dedans, vous parliez de la marchandisation des corps, en général, du travail. Et notamment, il y a un petit aspect où vous parlez. Donc là, on revient vraiment à la privation d'énergie du citoyen. C'est dans un sous-chapitre qui s'appelle « L'humain au minimum ». Les gens peuvent aller le voir, on va le remettre sous l'article d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à le trouver. L'humain au minimum, il y a un passage où vous dites « Tout robotisé reviendrait plus cher que baisser le salaire humain au minimum. L'humain au minimum, cela signifie assurer le minimum vital pour avoir un travail maximum qui rapporte. Assurer de quoi manger mal, dormir
peut se loger dans un petit espace à proximité du lieu de travail, se déplacer le moins possible ou pas cher, se reproduire, obéir, ça ne vous rappelle rien? Si, bien sûr, l'esclavage, point d'exclamation. Bah oui, on n'en est jamais sorti de cette histoire de l'esclavage. Donc c'est quoi, c'est le salariat, ça découle forcément du capitalisme ou comment qu'est-ce que vous critiquez? Alors, oui, le salariat, c'est le mode capitaliste de l'esclavage, tout simplement. Il y a eu le servage, il y a eu le servage pendant le Moyen-Âge, l'esclavage... Jusqu'au 19e siècle. Voilà, dans les colonies. Le salariat, c'est le mode, on va dire, c'est le mode d'exploitation du capital. Bon, moi je le redirai en termes énergétiques, c'est la domination, encore une fois, de l'esprit et du pouvoir sur le corps. Voilà, c'est ça. C'est la marchandisation, c'est-à-dire l'objectivation, c'est-à-dire faire de tout ce qui existe un objet. C'est ce qu'on disait, un objet pour le vendre. On est dans la philosophie de l'avoir et non plus dans la philosophie de l'être et de la continuité. En fait, sociologiquement, il n'y a rien de même complotiste ou les termes ridicules qu'on peut avoir aujourd'hui. Alexis Haupt parle aussi du complosophisme. Là, c'est que c'est juste sociologique et historique. Les puissants ont intérêt à créer un système où le citoyen est le plus productif au travail, sans s'intéresser... oui, non, absolument. Sans s'intéresser à l'énergie ou le bien-être, forcément. Non, mais c'est même au contraire, faut le mettre dans le mal-être. Plus il est dans le mal-être, plus il va être contrôlable, plus il va se soumettre. C'est étonnant, parce qu'un être humain qui serait vraiment dans le bien-être, plus serait plus facilement, moins facilement rebelle, en fait. Enfin, quelqu'un qui est dans le mal-être n'a pas de quoi revendiquer, on ne le voit pas sur les manifestations. Quelqu'un qui est dans le bien-être, en tout cas tel que je l'entends, c'est-à-dire dans la continuité, ne se laisserait pas prendre par un tel système. D'accord. Oui, voilà, tu as raison de définir, il faut définir les termes. Alors, je ne parlerai pas de pouvoir des puissants. Parce que si on prend la philosophie énergétique, on est sur un plan structurel. Je parlerai de civilisation. Et alors là, on va toucher à quelque chose. Quelle est la différence, d'ailleurs? C'est-à-dire que si on dit ce sont les puissants qui, on va rester dans une dichotomie. Et on va rester dans la déresponsabilisation générale. On va dire c'est eux, c'est pas nous. Dans la philosophie énergétique, et ça pose des questions difficiles, on est tous complices. C'est-à-dire que c'est la civilisation elle-même qui a mis un système, et peut-être même plus que la civilisation, que sais-je, qui met un système d'auto-exploitation. Parce que les citoyens n'ont pas manifesté pour avoir une philosophie de la continuité. Parce que l'être humain a commencé la dissociation très tôt, bien avant le système capitaliste. D'accord. Entendu dans le sens marxiste. C'est pour ça que je parle de capital dans le sens dissociation corps-esprit. Donc ça fait des milliers et milliers d'années qu'on est sur cette discontinuité. Donc en fait, c'est intéressant, c'est que pour vous, là, le problème n'est même pas politique ou sociétal, il est dans notre... civilisationnel. Voilà, c'est pour vous, là, aujourd'hui, vous direz tout changer. Ouais, c'est vrai. Soyons cohérents, pour moi, oui. Il faut tout changer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un changement de perspective, il y a un changement de vision, il y a un changement de sentiment de vie, de sensation d'existence vers quoi il faut aller. Et là, aujourd'hui, on entend, quand on parle, alors c'est sur d'autres sujets, mais c'est avec le wokisme, les gens ont peur de perdre leurs repères. Là, comment est-ce que les gens ne perdraient pas leurs repères dans ce que vous prônez? Au contraire, ils vont pas perdre leurs repères. À partir du moment où on dit aux gens, ressens-toi, qui es-tu? Sache qui tu ressens. Plutôt que de leur dire, tu es ceci, tu vas te mettre dans telle et telle catégorie, excuse-moi, mais à choisir et à savoir qui tu es, on sait très bien que c'est en rentrant en toi-même par différentes techniques et par la vie tout simplement, que tu vas vraiment savoir qui tu es et faire des actions fortes qu'en te disant je suis homosexuel ou je suis bisexuel ou je suis surtout pas ce que sais-je, moi tous ces devoirs qui te donnent des catégories. En fait, on est tout à la fois. Donc aujourd'hui, le politique, pour résumer, dit vous êtes comme ça, vous devez faire ça pour le climat. Voilà. Je préfère différencier l'écologie et le climat, mais en tout cas, sur le climat, il y a des trucs ridicules qui sortent. Sur l'écologie, effectivement, il y a une pollution. Mais donc, sur le climat, on va vous dire faites comme ça, sur le wokisme, faites comme ça. C'est ça. Alors que vous dites si on se recentre sur ces philosophies-là, en découle quelque chose naturellement et les gens retrouvent en fait leur repère. Et peut-être un jour tu seras homosexuel, un jour tu seras bisexuel, un jour tu seras moine bouddhiste, un jour tu seras plus rien, de toute façon tu mourras comme tout le monde. Mais en tout cas, finalement, c'est reconnecter les gens avec leurs repères les plus profonds en fait. Voilà. D'accord. Ok, c'est très intéressant.
Et c'est la créativité. Sûr. Le mouvement, l'énergie primordiale ou le mouvement, c'est la créativité. C'est le flux créatif. Donc, tu peux pas te figer dans une catégorie, alors que peut-être dans une heure tu ressentiras quelque chose d'autre. Ou dans ton parcours de vie, tu vas découvrir, là tu parlais de mœurs, tu vas découvrir encore d'autres choses. Il faut se relier à soi. Donc le problème des catégories politiques ou morales, c'est que ce sont des catégories. Et d'ailleurs, alors, une question là-dessus, j'aime bien savoir comment est-ce que les gens ont des déclics quand ils ont un avis, on va dire, atypique sur une question. Là, comment vous en êtes venu à trouver ces philosophies ou cela, parce que ça, vous parlez de choses dont on parle très peu en société. Ouais. Comment est-ce que vous êtes venu à cette forme de rébellion intérieure? Franchement, je ne sais pas. Ok. À quel âge ça a commencé là? Non, mais parce que là, tu poses une question hyper difficile. C'est pour savoir d'où ça vient. J'ai bien compris. Tu poses la vous question. Êtes né avec ça à 5 ans, vous disiez. Voilà, tu poses la question de l'inné et l'acquis. Donc, tu poses la question du déterminisme et de la liberté. Donc, je peux pas y répondre comme ça. D'accord, vous savez pas d'où c'est venu. Franchement, là, on touche le mystère. Mais c'est pas venu avec des lectures à 20 ans ou un truc, non? Bien sûr que oui, il y a des lectures qui m'ont aidé, il y a des rencontres qui m'ont aidé, il y a des traumas qui m'ont aidé, il y a plein de choses qui m'ont aidé. Mais au fond... Est-ce que c'est qu'au début, vous vous disiez qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et puis vous avez cherché la solution? Qu'est-ce qui se... Il y a tout ça. D'accord, ça un tout. Voilà, c'est un tout. Mais la chose qui fait le déclic, je n'ai aucun pouvoir dessus. D'accord. Et je suis très content je suis très content de cet aveu d'impuissance, parce que si je le savais, je ferais une méthode, et là, je commencerais à la vendre et à vous dire résultat, et puis je retomberais. Ça, c'est très intéressant de se protéger de la méthode, parce que justement, ma question d'après, faut pas la prendre comme quelque chose de méthodique, mais justement, j'allais vous demander quelle lecture, par exemple, intéressante, mais sans les prendre comme quelque chose qui vous met sur un passage. Quelle lecture, par exemple, vous a mis sur ce truc-là? Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens? Là, comme ça. Autre que vos bouquins. Ça me rappelle une blague. C'est deux écrivains qui se rencontrent et ils disent bon, on va arrêter on va arrêter de parler de nous. Il y en a ras-le-bol. Et il dit au fait, t'as lu mon dernier bouquin? Non, des lectures et tout ça. J'y ai pas réfléchi. Sur la thématique, non. Ouais. J'ai pas réfléchi, je peux te dire ce qui me vient là, mais c'est pas du tout... faut prendre ça comme absolu. C'est ce que je suis en train de lire, tout simplement. Je suis en train de lire Kropotkin, de relire Kropotkin. Lui, j'imagine qu'il ne parle pas de l'énergie du corps. Non, mais alors, quand tu lis les Russes, il y a un truc très charnel. D'accord. Quand tu lis Tolstoï, Bakounine, Dostoïevski, il y a quelque chose de passionnel que je trouve super chez eux. Ce que je suis en train de lire. Mais le communisme, notamment pour ceux qui ont vécu, alors là, on ne sait pas forcément sur cette période-là, mais pour les périodes soviétiques, c'était aussi la dépossession du corps, donc on n'était pas sur des philosophies. Le communisme, là, c'est le bolchevisme, en fin de compte, hein, ça a été malheureusement, qui est une reprise marxiste-léniniste, donc en fait très, très dogmatique. Voilà. Mais on n'était pas sur cette période-là sur la philosophie de la continuité. Non, le bolchevisme, c'est plus rien du corps. Okay. Voilà, là, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai lu des trucs sur la physique quantique et ça va parler à personne. Et alors, pour revenir vraiment en arrière, donc on était parti de ce texte-là, de votre tribune, l'odieuse marchandisation des flux migratoires. Pour résumer en gros, mais là, j'extrapole. Mais vous dites que le salariat est aussi une forme d'esclavage. Comment est-ce que les gens peuvent le... Qu'est-ce qui vous est le plus important à dire aux gens aujourd'hui? Disons, c'est une forme d'esclavage dans la mesure où l'esclavage est de l'objectivation. Il faut absolument le dire comme ça, parce que sinon on va rester un petit peu dans un scoop historique, parce que tu en as dans un faux débat en disant mais non, tu vas voir, un salarié il est mieux qu'un esclave, etc. D'abord c'est pas vrai, parce que si tu rentres dans la précision de l'histoire, tu verras qu'à certaines époques, à certains moments, l'esclave s'est trouvé mieux que certains salariés d'aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans ce débat historique. Il y a salarié et salarié. Voilà, donc je vais pas rentrer dans ce débat historique qui est passionnant, mais c'est pas le lieu. Je veux juste dire... Comme il y avait esclaves et puis esclaves. Absolument. Puis tu as des esclaves qui se faisaient revendre. Platon a été esclave. Enfin, puis que l'esclave du 16e n'est pas celui du 18e. Ou l'esclave... On parle de l'esclavagisme grec, tout à fait. Ou l'esclave on a compris. De la missionnaire. Bref, je connais bien le sujet. Donc bien sûr. C'est pour ça que je dis,
Je parle de l'esclavage, du salariat et du servage comme objectivation, et pas seulement de l'être humain, mais de l'existence. Objectivation de l'animal, objectivation des graines, objectivation de l'être humain. Tout ça, c'est en continuité. Donc, il faut arrêter de se dire, moi, je vais défendre les graines, moi, je vais défendre les animaux, moi, je vais défendre l'humain, moi, je vais défendre la planète. C'est la même chose. En tout cas, pour ma philosophie. Oui, tout à fait. Voilà mon mot. Et donc, dans une société cohérente, il n'y aurait pas de... J'aurais aimé, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais j'aurais aimé qu'on discute d'un système, parce que vous imaginez un système alternatif au capitalisme pour demain. Est-ce que vous avez une vision là-dessus ou... Je crois que je n'ai parlé que de ça. C'est-à-dire changer sa vision, Oui, partir mais du là, quotidien. on a parlé finalement de civilisation, mais peu de qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait avoir un système économique? C'est ça le capitalisme, c'est un système Alors, économique. on a dans Est-ce les qu'il y a systèmes... des alternatives? Ça. Écoute, moi je dirais faut aller chercher dans ce qui existe déjà et ce qui a existé. Tu as les systèmes communaux. Alors justement, là, les Russes en parlent beaucoup, qui lui-même dit s'inspirer de la France, beaucoup de la France. Moi, Ça je va revenir lis- quoi? Des des petites systèmes, localités? c'est des localités qui partagent ce qui D'accord. est essentiel. Quand il y a des moments un peu difficiles, ils font du ravitaillement. Alors, ils ont plusieurs techniques d'agriculture. Moi, j'ai vécu ça Mais ces à petites Détroit. localités, connaissant l'être humain, ça créerait beaucoup de... À l'époque, ça n'était pas la panacée. Ah il y non, avait mais alors, beaucoup de sans guerres, aller de aussi loin, conflits. moi je vois à Détroit. J'étais beaucoup lié à Détroit aux États-Unis, donc qui a été une Ouais, guerre c'est complètement en déshérence. Grande ville voilà, qui commence à et il a- repartir. Voilà. Alors on pourra en reparler parce que ça repart sur des bases, certaines bases discutables. Ah bah, Mais bien en sûr. tout cas, on a mis en commun, là, c'était pas l'agriculture, mais c'était tout ce qui était numérique D'accord, ouais. et puis industriel. Mhm, Enfin, mhm. artisanal plutôt, parce qu'on a dit. Les jardins partagés, mais il y en a tellement que on pourrait faire une émission sur ça, sur ce que l'histoire a déjà fait, sur les milliers de choses qu'on a D'accord. faites, qu'on a autour de nous. Il y en a. Moi, j'ai envie de dire, surtout, n'arrivez pas avec des systèmes tout faits. Regardez autour de vous, il y en a partout, tout le temps. Donc, faut valoriser ce qui est déjà réel, Hmm. plutôt que de commencer à inventer des trucs théoriques. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que, par exemple, donc, rapidement, qu'est-ce que vous verriez comme système de localité? Comment ça qui se se- concrétise? Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vois. Je préfère décrire ce qui se fait déjà. Ok, Je te donne un exemple. Là, on a fait des événements. ouais. Donc, tu as les agriculteurs qui ont leurs agricultures alternatives, Tout à fait, biodynamiques, du etc., potager. qui sont venus nous Ouais. livrer les légumes pour que nous, on puisse vivre sur quelques jours. D'accord. J'ai vu beaucoup de bénévolat se faire pour faire de la communication, Tout à organiser des allers-retours, Tout à fait. des choses comme ça. J'ai vu des soupes populaires. Ça Enfin, j'ai ressemble vu- beaucoup plus à une forme de troc par le service, quoi. Non, c'est de l'associatif, au bout du compte. D'accord. Aujourd'hui, on dirait, dans notre système, c'est de l'associatif. Mais c'est qu'est-ce que chacun, par ses compétences, peut faire pour l'autre. Oui, voilà. Tu es paysan, Et tu as un compétent, potager, tu donnes... et sans même aller jusqu'à la compétence, qui est déjà assez poussée. C'est juste par ta présence. Et donc on sort du système monétaire? Bien sûr qu'on peut sortir du système monétaire. Non, oui, on peut, oui. Enfin, il y a Mais eu... là, ce que vous imaginez dans votre... Moi, je fais encore avec ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire, je Non, mais là, projette dans pas... votre système... Enfin, dans Non, ce que je vous vois, imaginez. c'est-à-dire ce que je... Non, j'imagine rien. Voilà, ok, d'accord. Voilà, j'imagine rien. Je vois. Il y a des choses D'accord, qui se je passent. comprends. Ouais, je veux pas imaginer. Je vais pas me lancer. C'est très bien. On va tous ces grands trucs. On fait une nouvelle monnaie. On fait pas. Peut-être. Oui. Je vois certains. Je vois. On échange sur Internet avec des systèmes qui se passent sans monnaie, ou d'autres qui se passent avec monnaie, des monnaies alternatives, d'autres qui se passent encore avec l'euro, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Je le vois des choses qui se font sur le terrain, comme je t'ai dit. Je Tout vois à fait. plein de choses alternatives, d'autres qui marchent pas, d'autres qui me disent non, faut être très juridique, qui sont dans les clous du système monétaire européen. Pour moi, j'ai envie de dire, tout est bon à prendre et on est comme les experts scientifiques. Tu valides, tu testes, tu vois ce qui marche. Ah oui, d'accord. Oui, mais alors comment Il faut être ouvert au réel. Comment est-ce qu'on pourrait faire ces tests, justement? Alors, Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ah oui, ils sont en train de se faire. Quand il y a un truc qui marche, ça se développe en réseau. Non, il y a une chose très importante que je Oui, peux d'accord, dire. mais aujourd'hui, politiquement, on reste sur le même capitalisme, le même système d'objectifs de la croissance Ah oui. pour tout. Donc, comment est-ce que les gens pourraient, sans imaginer, comment est-ce que les gens pourraient sortir de cela? Est-ce que c'est en élisant une nouvelle... J'ai compris où tu veux en venir. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir comment ça peut... Oui, alors là, c'est une question. Comment ça peut changer? Là, voilà, c'est parce que tu as un idéal de changement.
Et moi, je n'en ai pas. Moi, personnellement, j'aimerais bien que certaines choses... Je sais, changent. je sais. Et c'est tout à ton honneur. Je suis pas fait trop comme ça. C'est-à-dire, je suis beaucoup dans l'action. Je le fais pour mon compte personnel parce que j'aime ça, parce que j'aime cette énergie-là. Mais à la fois, vous avez une connaissance politique. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous. Alors, et puis là, vous êtes mon invité, donc je fais ce que je veux. Donc, sur la connaissance politique, je dirais que l'être humain en individuel, il faut déjà qu'il soit dans cette bonne énergie. C'est-à-dire qu'il aille vers tous ces petits réels dont je parle, qui vont lui donner la bonne énergie. Si tu vas sur une pensée plus institutionnelle, c'est-à-dire quel est le rapport à l'État, écoute, j'ai changé tellement de fois d'avis que je te dis mon avis d'aujourd'hui. À la base, je pense que l'État, politiquement, c'est un État bourgeois. Enfin, c'est pas moi qui le pense. C'est un État bourgeois. Donc limité. Donc, qui nous donnera, qui par rapport à ses bonnes énergies, sera limitant. Parce que l'État bourgeois, ça veut dire que c'est un État fondé sur le marché et la propriété privée. Donc, même qu'on soit de gauche, de droite, finalement, c'est voilà. Règle de c'est cette règle-là, avec le parlementarisme, la règle des partis, la représentativité qui ne représente plus personne. Bien sûr. Donc, je pense que ça, c'est un outil vicié à l'origine, mais dont on est obligé de s'en emparer le plus possible. Donc ça veut dire investir bien sûr le domaine juridique, le domaine législatif, les domaines politiques, le plus possible. Quand je dis le plus possible, tout est dans le mot possible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont rendues impossibles. Donc ça, faut le savoir. Faut arrêter de s'illusionner que le droit, les juges vont tout résoudre. Non, non, ils sont embourgeoisés. Et ils vont défendre, ils ont des séductions, ils ont aussi des menaces, il y a tout un système conscient, inconscient qui fait que c'est limité. Donc ça déjà, faut se le mettre dans le crâne, c'est limité, faut arrêter de compter. Si tu veux changer, aller vers quelque chose qui est non bourgeois, faut pas penser que l'État bourgeois, il va t'amener ça. Mais faut faire avec cet outil-là, parce que c'est celui-là qu'il y a aujourd'hui, parce que on est en démocratie, il faut l'utiliser le plus possible. Mais il faut voir en amont. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser politiquement au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de la police, ça se passe pas dans l'État. C'est-à-dire que l'essentiel des forces énergétiques ne se passe pas dans l'État. L'État, c'est un résultat. Si les gens ne vont plus voter, c'est parce que il y a plus rien au niveau, alors là, on va dire au niveau institutionnel qui représente les gens. Donc et que tu sais quand tu vas voter à droite, à gauche, ils vont faire les mêmes choses. Donc il faut qu'au niveau politique, donc au niveau associatif, on refasse une force politique. Tout simplement, et refaire une force politique, ça veut dire se réencontrer, et ça veut aussi dire que les forces pensantes, parce qu'il y a aussi celle-là, se réencontrent, qu'il y ait une nouvelle idéologie, c'est pas beau, qu'il y ait une nouvelle pensée qui se fasse. Moi, je suis très content que la gauche et la droite explosent, qu'on sache plus où donner de la tête, qu'il n'y ait plus d'utopie. On dit qu'il faudrait des utopies communistes. Non, c'est très bien qu'on en soit débarrassé. Des utopies libérales et communistes, très bien. On remet de la mouvement, encore une fois, dans la pensée. Et que les gens se rendent compte qu'on arrête de dire, oh, tu as parlé à machin truc, je ne veux plus, ah là là, tu vas être contaminé ou je ne veux plus te voir. Non, va! Et discutons et remettons du débat contradictoire partout. Tristan Edelman, merci d'avoir pris le temps pendant ce long entretien, c'était important. Je rajoute juste ce que tu mettras. Allez. Une personne que je lis aussi beaucoup en ce moment, c'est Nietzsche. Je pense que c'est un auteur qu'il faut redécouvrir absolument parce qu'il est très représentatif du mal-être de notre civilisation, justement dans toutes ces contradictions. Tristan Edelman, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Juste avant de terminer, un petit mot, vous vouliez prendre 2 minutes sur vous êtes, comme on en a parlé dans tous ces collectifs, le CSI, le Réinfo Covid, vous êtes proche de Louis Fouché. Vous voyez des gens parfois, on en parle hors micro, on voit des gens très actifs, très courageux, qui font de très belles choses et qui finalement s'entre... Oui, il y a du tumulte dans les milieux de la résistance. Quelques bastons internes qui ne servent à rien. Il y a du tumulte. Non, ça ne sert pas à rien, je trouve ça très bien. C'est bien que les gens se... Oui, je trouve ça très bien. Parce que, et je pense qu'il faut dédramatiser. Ce sont des gens, tous, qui ont eu du courage, qui s'en sont pris plein la gueule, sur tous des failles psychologiques, parce qu'on est humain. Donc, à un moment, il faut que ça ressorte. Et là, ça ressort. Et c'est très bien que ça puisse s'exprimer. Ça, je trouve ça très bien. Je trouve que ça devrait s'exprimer surtout entre nous et dans des débats, avec la violence que ça implique. Il n'y a pas de souci que ça n'aille pas jusqu'à la loi, parce que
je trouve ça un petit peu contradictoire. Et puis c'est aussi bien sur un plan politique, parce que ce sont des milieux qui se sont agrégés et qu'on a malheureusement, que les gouvernements, faut les nommer, ont mis dans une niche de manière à ce que les bonnes idées qui soient là ne contaminent pas, ne se propagent pas. Et moi, je me suis retrouvé avec des gens avec qui j'ai pas envie de faire plus de chemin, par exemple. Voilà. Tu vois, il y a en effet de l'antisémitisme, il y a en effet de l'identitaire, il y a On en n'est pas effet obligé de de la paranoïa, il y a ouais. en effet tout type de... Il y a des ultra-gauches, des ultra-droites, des gens avec qui moi je me reconnais pas. Là, on s'est retrouvés ensemble. Il est très bien aussi qu'on se sépare, et peut-être on se retrouvera sur d'autres choses. Donc pour moi, c'est très sain. Et quand on a vu des gens faire des bons travaux ensemble et finalement se dissocier pour des querelles psychologiques, émotionnelles, est-ce que ça n'est pas dommage aujourd'hui? Est-ce que c'est pas révélateur d'un individualisme parfois, des histoires que j'ai pu entendre sans citer les noms? Parfois on a l'impression que les gens, leur ego, leur individualisme prennent le pas. Et ça, à quoi ça sert? Et là, on peut finir sur ça. Alors là, c'est révélateur d'une scission énergétique. On en revient encore. Ah, oui. Alors là, on aura fait tout un tour. Ah ben et puis je le vois, je peux te le dire concrètement, le manque de corps, le manque de considération du corps, la haine de soi, la haine du corps. Chez des gens assez connus. Oui, la honte dont on a parlé aussi, parce que c'est la honte du corps aussi. La valorisation, le problème de valorisation dans une société qui valorise, qui valorise, c'est une erreur, et qui valorise des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Tous ces problèmes-là, c'est parce que tu es dans la résistance que tu es exempt de tous ces problèmes-là. Et c'est important de ne pas en faire des idéaux. Ce sont des humains qui ont un courage pendant un moment. J'espère qu'ils vont avoir un courage pendant longtemps. Et c'est surtout, ça nous sert à tous, moi y compris, à évoluer. Tout à fait. À évoluer vers plus de continuité, à se remettre en question, à sortir du Covid-Covidisme, justement à comprendre que c'est une pièce du puzzle, à élargir. Encore une fois, on en revient à ça. Donc c'est une épreuve énergétique à ne pas rater. Civilisation, mal-être, en finir avec le capitalisme aux éditions Talma de Patrick Pazin. Une nouvelle fois, c'est donc écrit par Tristan Edelman. Merci d'être venu chez nous. Merci à toi, Romain. Et comment s'appellera le prochain livre que vous Je ne le dévoile pas. Il n'y a pas de... Voilà. Okay. Et donc, ça concernera l'énergie. L'énergétique, tous les fondements. Vraiment les fondements. Ouais. C'est pas un bouquin technique où je montre les exercices ou les techniques. Ouais. Je montre vraiment les fondements. C'est pour sensibiliser les gens, finalement. Oui, on est vraiment... Ouais. Alors, pour revenir à ta première question, on est à un niveau philosophique au grand sens du terme. Pas universitaire. La philosophie pratique. Pratique et la sagesse de la vie. La sérénité, le bonheur, la continuité. Parce que si on a parlé de tout ça, on aurait pu parler d'énormément de thématiques avec vous. On a déjà bien pris le temps, mais c'est parce que l'énergie est vraiment fondamentale pour ceux qui mènent aujourd'hui une lutte citoyenne pour aussi retrouver du pouvoir pour le peuple. C'est une pensée à part entière, c'est pas seulement une pratique nichée dans le holistique et les médecines alternatives, ou une guérison, non, ou un accompagnement de la personne, pas du tout. J'essaye en me reconnectant à ce que l'Occident a de magnifique, tout à fait. Il y a toute une lignée occidentale, à ce que je trouve aussi l'Orient et l'Afrique. J'ai fait un peu une confluence, j'ai vu qu'il y avait ce phénomène, cette expérience énergétique qui peut faire une vraie philosophie de vie. Merci une nouvelle fois d'être venu. Merci à tous les lecteurs aussi d'avoir regardé cet entretien. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur françois.fr/soutien. Merci à vous et à bientôt. Tristan Edelman. À bientôt. Merci. Au revoir.